Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler de Final Fantasy et plus particulièrement des théories autour de Final Fantasy, parce que là effectivement on part d'une franchise absolument légendaire dans le monde des JRPG, donc dans le monde des jeux de rôle japonais, et effectivement Squaresoft à l'époque, bien que maintenant c'est Square Enix qui chapeaute tout ça, vu que depuis la fusion avec Enix, Squaresoft est devenu Square Enix, peu importe, ils ont quand même sorti 16 opus. Donc voilà, avec Final Fantasy XVI qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc forcément, ces jeux racontent bien souvent des histoires absolument épiques, uniques et extraordinaires, avec des personnages bien souvent assez attachants. Et donc, qui dit épique, qui dit unique, qui dit grande aventure, dit forcément le concept de théorie qui n'est pas loin derrière. Alors tous ensemble, tranquillement, on va essayer effectivement de relever, de faire la liste des théories les plus connues, les plus populaires. Celle qu'il faut le dire m'intéresse le plus personnellement, on va pas se mentir, bon. Donc forcément, vous vous y attendez, on va beaucoup parler de Final Fantasy VIII dans cette vidéo, mais pas que. Voilà, pas que, ce sera une vidéo, je pense, assez éclectique. Et donc on va essayer de voir effectivement toutes les théories un peu bizarroïdes, les théories les plus folles des fans, les théories qui peut-être expliquent des incohérences ou des éléments un peu sombres ou pas très explicables de la série, qui sont finalement peut-être explicables à l'aune des théories qu'on va voir tous ensemble et que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Alors, on va commencer avec une petite théorie dont j'avais déjà parlé dans une vidéo qui, en principe, est déjà postée, c'est-à-dire ma tier list des personnages de FF7. J'avais parlé assez rapidement lorsque j'avais parlé effectivement du très stylé Vincent Valentine. J'avais parlé effectivement d'une théorie plus ou moins populaire, qui stipule que Vincent serait en réalité le père de Sephiroth, parce que Sephiroth, donc évidemment, le personnage le plus connu peut-être de la franchise Final Fantasy, ou en tout cas, ce qui est certain, le méchant le plus connu de la franchise Final Fantasy, et peut-être même le méchant le plus connu, tout jeu vidéo confondu, donc là effectivement, on parle pas du vendeur de crème solaire d'à côté. Bon, eh bien, voilà, beaucoup de théoriciens de Final Fantasy affirment que Vincent serait son vrai père, et non pas Hojo. Donc Hojo qui est donc l'espèce de scientifique fou, voilà quoi, au physique un peu ingrat on va dire, et on se dirait effectivement, bon Sephiroth, le mec d'1m90, ultra beau, avec de longs cheveux soyeux, forcément, bon génétiquement parlant, le fait qu'il soit issu de Hojo, ça ne fait pas vraiment sens, alors que Vincent, bon lui c'est un BG, bon tu te dis ok. Alors, moi qu'est-ce que j'en pense techniquement de cette théorie en réalité qui ne tient sur pas grand chose, ça tient sur deux éléments, sur le fait qu'effectivement Hojo ne ressemble pas à Sephiroth, ou plutôt que Sephiroth ne ressemble pas à son père Hojo, voilà. Et deuxième élément, c'est que la mère biologique de Sephiroth, c'est-à-dire Lucretia, était en liaison plus ou moins avec Vincent, et quand je dis en liaison, c'est seulement de l'amitié, en tout cas officiellement parlant. Bon, moi, alors, qu'est-ce que j'en pense de cette théorie ? Ben moi, j'en pense qu'il n'y a rien de bon, voilà. Moi, j'en pense rien de bon, j'en pense rien de positif, parce que, encore une fois, j'en avais parlé, mais en fait, la plupart des gens ne peuvent pas supporter qu'un mec vénère, qu'un mec stylé comme Sephiroth soit issu d'un schlag, alors que pourtant, il est question de fiction, on parle même pas de quelque chose de réel, ces personnages-là n'existent même pas. Mais le mec, il ne supporte pas, c'est-à-dire que même le fait que Hojo, cette espèce de... cette espèce de mec dégueulasse, voilà, il ait pu produire un type aussi tchadesque que Sephiroth, les mecs le supportent pas. Bah non, les mecs. Hojo est le père biologique de Sephiroth, voilà. Vincent s'est fait cuck, voilà, parce qu'effectivement, il était amoureux de Lucretia, mais Lucretia ne l'aimait pas et préférait Hojo. Bah écoutez, ça arrive, d'accord, ok. Elle a préféré Hojo, ils se sont mariés, ils ont eu un gosse, c'est Sephiroth, et ça s'arrête là. Et moi, à la limite, je trouve que c'est une théorie qui rend le jeu un peu moins intéressant. Je trouve que le fait que Hojo, cette espèce de schlag, d'ailleurs même Hojo en japonais, il me semble que ça veut dire second, donc Hojo a toujours été le second couteau vis-à-vis du professeur Gast, donc le professeur Gast qui était le scientifique phare de la Shinra. Voilà, que ce mec-là, qui a toujours été le second partout, ait pu produire, ait pu procréer un mec aussi vénère que Sephiroth, moi je trouve ça beaucoup plus intéressant que le fait que non mais en fait Vincent c'est lui le vrai père parce qu'en fait il est beau et Sephiroth ils sont tous très beaux et puis voilà c'est les Tchad, bon bref. Vous m'avez compris, moi je suis pas fan de cette théorie. Moi j'aime bien Hojo en plus. J'aime bien le Hojo original, pas le Hojo qu'on revoit après, qui a été détruit par Nomura et que l'on voit effectivement dans Dirge of Cerberus ou autre jeu spin-off de Final Fantasy VII où effectivement Hojo est montré comme un scientifique fou vraiment inintéressant. Dans le Final Fantasy VII original, Hojo est très très stylé. Moi je l'aime beaucoup, il est très marrant. Voilà. Ça s'arrête là pour moi. Allez, on va passer à la seconde théorie dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Et on va pas se mentir, c'est la théorie qui m'a un peu donné l'envie de vous faire cette vidéo. Bon, parce que effectivement,
Pour ceux peut-être qui me suivent depuis longtemps, j'avais dit que j'allais vous faire une vidéo sur cette théorie bien particulière lors de ma vidéo, attention ça date, rétrospective sur Final Fantasy VIII. Je vous avais dit à la toute fin, d'ailleurs vous pouvez aller vérifier, que je vous ferai un jour une théorie sur Selphie. Eh ben écoutez, le grand jour est arrivé, on va en parler. Alors Selphie, qui est-elle? Alors Selphie, il faut savoir que c'est un des personnages les moins respectés de la franchise Final Fantasy. C'est une espèce de Riku, une espèce de proto-Riku, une espèce de proto-Vanille, hein, pour ceux qui ont joué à l'excellent jeu Sarcasme, qui est Final Fantasy XIII. Voilà, c'est la jeune fille très enjouée, très naïve, qui fait un peu des blagues, qui danse partout, qui est un peu coconne, bon voilà. C'est l'archétype de la cruche, Selphie, voilà. Bon, alors cette théorie stipule tout simplement, et donc là ça prend un tour à 180 degrés, c'est que Selphie serait une sorcière potentielle. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Final Fantasy VIII, vous me dites sorcière, pas sorcière. Bon, tout le monde fait des sorts, tout le monde produit de la magie dans les Final Fantasy. Être une sorcière, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Justement, dans Final Fantasy VIII, être une sorcière, c'est pas n'importe quoi. En réalité, ça veut dire que vous êtes quasiment... pour ceux qui connaissent Berserk, vous êtes quasiment un apôtre, vous êtes quasiment même un God End. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être une sorcière dans Final Fantasy VIII? Alors, en gros, le lore de Final Fantasy VIII, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de vous la faire rapidement. Il y a effectivement une divinité, une espèce de méga sorcier, une entité magique qui s'appelle In, et qui a créé le monde, et qui a donc créé les humains, et il leur a donné un peu de technologie, le minimum, et il allait dormir pendant des millénaires. Quelques millénaires plus tard, In sort de son sommeil, et il se rend compte que les humains se sont démultipliés, un truc de dingue, ils sont quasiment des millions. Bon voilà. Lee n'est pas content, donc il commence à essayer de les dégager, commence à essayer de les massacrer pour réduire la population. Les humains sont pas contents évidemment, et donc il y aurait eu une guerre entre les humains d'un côté et In de l'autre. À un moment donné, Lee en a marre de faire la guerre, il se dit écoutez les mecs, je vous donne mon corps, et moi je me barre. Je vous donne mon corps et puis on s'arrête là. Bon. Évidemment, le corps de Lyn est rempli de magie. Alors, ce qu'il a fait, Lyn, c'est qu'il leur a donné la moitié de son corps, qui ne vaut pas grand-chose. Peut-être à la limite, les humains ont fait peut-être un petit bond technologique grâce à la moitié de ce corps-là. Et la moitié de ce qui restait de Lyn, qui est donc une entité un peu magique, un peu divine, eh bien, il a fait en sorte que à chaque génération, il y a une sorcière qui naît, ou je sais pas quoi, bref, et qu'elle ait des pouvoirs absolument extraordinaires, afin de pouvoir se venger de l'humanité à chaque génération, voilà, en gros c'est ça. Et c'est pour ça qu'effectivement, Linoa est une sorcière, c'est pour ça que Adele et Edea, qui sont également des personnages très importants de l'univers de Final Fantasy VIII, sont des sorcières, ce sont des héritières de Lyn, voilà, tout simplement. Et donc, on en revient à Selphie, cette théorie stipule que Selphie est donc une sorcière potentielle, voilà. Alors, pourquoi Selphie ? Parce que techniquement parlant, lorsqu'on joue au jeu et qu'on se casse pas trop la tête, on se dit Selphie c'est juste la bolosse du coin. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà, ça n'a aucun sens. Donc, tu te dis, bon, la meuf, tout ce qu'elle fait, c'est elle danse, elle a un espèce de petit blog, espèce de petit skyblog. Voilà, effectivement, tu peux lire son site internet, ses articles de son site internet dans la fac, là, c'est assez marrant, mais bon, la meuf, c'est bon, c'est une schlag. Mais en fait, pas vraiment. Bon, il y a pas mal d'éléments qui tendent à confirmer cette théorie. C'est peut-être même canon, hein, moi je dirais. Bon, alors, je vais essayer de vous faire la liste de manière assez rapide. Déjà, il faut le savoir, Selphie est un des personnages les plus efficaces du jeu. Tout ce qu'elle entreprend, elle le réussit. C'est assez extraordinaire. Évidemment, vu qu'il y a ce côté, cette façade un peu concon, un peu cruche, on s'en rend pas forcément compte. Mais lorsque l'on rejoue au jeu Final Fantasy plusieurs fois, on se dit, mais attends, mais Selphie, elle est ultra vénère. Bon, je vais vous faire la liste rapidement. Déjà, évidemment, la mission de la base des missiles. La meuf, elle arrive à infiltrer une base de missiles, elle détruit la base et elle arrive à détourner un peu les missiles, c'est quand même pas mal tout de même. Ensuite, et c'est pas grand chose mais quand même il faut le dire, elle faisait partie de ce qu'on appelle l'Intelligence Team, donc lors de la mission de Dolette. Alors qu'est-ce que c'est que l'Intelligence Team? C'est l'équipe responsable de la collecte d'informations, donc la meuf clairement elle n'est pas conne hein, si elle a été sélectionnée pour ça, et en plus elle a dû faire son boulot de manière vraiment très bien parce que elle a fait partie des 4 candidats parmi les centaines d'étudiants de la BGU qui ont participé à l'examen CID, qui ont été sélectionnés pour être CID. Si Selphie, derrière, elle a été quand même sélectionnée pour faire partie du CID, c'est qu'elle a fait un super boulot. Bon, déjà. En plus, il y a plein d'autres trucs aussi qui font que Selphie est vraiment d'une efficacité assez terrifiante. Elle arrive à piloter l'Hydre, qui est donc une espèce d'engin spatial... de toute façon, je pense que vous connaissez, ou alors de toutes les manières, je vais vous montrer ça dans le montage. Elle arrive à piloter l'Hydre sans aucun entraînement. C'est-à-dire que dès qu'elle arrive dans l'Hydre, même pas 2 minutes plus tard, voilà quoi, tu lui donnes 120 secondes, elle se met à faire décoller l'avion en mode rien à foutre. Elle y arrive toute seule, tranquille, voilà. Tu sais pas pourquoi, la meuf, elle est ultra vénère. C'est-à-dire que
les mecs qui pétaient des câbles avec Star Wars 7 quand Rey elle commençait effectivement à piloter le Faucon Millennium mieux que Han Solo lui-même. Bon là la meuf elle fait encore mieux quoi. C'est un truc de fou. Ensuite effectivement je parlais de son journal intime. Dans son journal intime il y a plusieurs mentions d'une faiblesse qu'elle ne voudrait pas qu'on découvre. Et en fait bien rapidement on se rend compte que cet aspect un peu concon, cet aspect un peu cruche, cet aspect un peu bécasse de Selphie, en fait, ce n'est qu'une façade pour cacher quelque chose. Quelque chose, on ne sait pas. Lorsqu'on va à Trabia, par exemple, lorsque Trabia est dévasté par les missiles galbadiens, on voit à un moment donné, évidemment, si vous interagissez avec l'ordinateur central de Trabia, que Selphie, juste avant que vous interagissiez, elle vient, elle vous pousse et elle supprime ses données. Pourquoi? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'elle supprime? On ne sait pas. Bref, il y a plein d'autres trucs qui font que c'est vraiment un peu bizarre, hein, cette histoire avec Selphie. T'as l'impression qu'en fait c'est un personnage qui n'a pas de profondeur, mais qui finalement a un truc à cacher, il y a un délire. Et évidemment, l'élément qui a mis la puce à l'oreille à certaines personnes, ben évidemment c'est son limit break. Son limit break, donc The End. Alors The End qui est donc l'équivalent de Yojimbo, on va dire. C'est-à-dire que vous utilisez The End en tant que limit break, vous avez gagné. Peu importe. N'importe quel boss, n'importe quel monstre que vous avez en face de lui, mourra immédiatement. Voilà. C'est le Zanmato de Yojimbo. Bon, déjà, évidemment, tu te dis, what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? La meuf, elle peut one-shot Ultimecia. Tu te dis déjà, WTF, qu'est-ce qui se passe? Déjà, ça, c'est une chose. Mais surtout, lorsque l'on regarde cette espèce de limit break, la plaine là qu'elle invoque, là, c'est exactement la plaine de fin du jeu. Quand Squall meurt et ressuscite. Ou WTF, mais c'est un truc de fou. Pourtant, la meuf, normalement, elle a pas vraiment de poids dans l'intrigue. Comment ça, elle invoque la plaine de la fin du jeu de Final Fantasy VIII? Ça n'a aucun sens. C'est complètement dingue. Et en plus de ça, quand tu réfléchis juste 2 minutes et que tu t'attables, parce que parfois, tu sais, on t'impose des faits et tu réfléchis même pas vis-à-vis de ces faits-là, mais quand même, c'est la seule meuf du jeu qui arrive avec Linois qui est donc une sorcière, qui arrive à utiliser la magie sans pour autant associer de la magie. C'est-à-dire que admettons que vous n'associez aucune magie à Selphie. Mais si vous utilisez son limit break, elle va utiliser de la magie, de manière automatique. Comment? Parce que normalement, et ça c'est si vous connaissez le lore de Final Fantasy VIII, personne à part les sorcières peuvent utiliser la magie comme ça. Pour utiliser de la magie, il faut utiliser l'espèce de machine, l'espèce de système de magie qu'on appelle la paramagie, qui a été effectivement inventée et brevetée par le professeur Odin ou le professeur Geyser en version française, Odin en version américaine. Donc voilà, donc le fameux professeur des stars, hein, qui a pour aucune raison un accent allemand. J'ai jamais vraiment compris le délire. Voilà, bon, à la limite, pourquoi pas. En tout cas, ce mec-là a créé le système de paramagie qui permet effectivement à n'importe quel humain normal de pouvoir utiliser la magie à partir du moment où il s'est vu associer de la magie des monstres. Parce que les monstres viennent effectivement, pour ceux, encore une fois, qui connaissent le lore de Final Fantasy VIII, qui viennent de la Lune. Voilà, donc ils viennent de la Lune, ce qui fait qu'ils ont de la magie. Donc les humains volent leur magie des monstres et donc ça leur permet effectivement d'utiliser la magie eux-mêmes. Par contre, les sorcières, elles, peuvent l'utiliser sans utiliser de paramagie. Donc, comment ça se fait, comment se fait, en réalité, que Selphie puisse utiliser de la magie grâce à son limit break, c'est-à-dire sans associer de magie, sans utiliser le prototype, sans utiliser le système de paramagie du docteur Odin, du docteur Geyser. Comment c'est possible? Personne ne sait. Et donc, à l'aune de tous ces éléments-là, je pense qu'il est effectivement assez raisonnable d'arriver à la conclusion que Selphie est une sorcière. Ou en tout cas, une sorcière potentielle. Voilà, on va s'arrêter là pour Selphie. Voilà, donc là, ça fait pas mal de temps que j'en parle, mais encore une fois, je suis passionné de Final Fantasy VIII. C'est mon jeu préféré, après tout. Donc forcément, j'en parle beaucoup. Donc allez, on passe à la suite, et là ça va être beaucoup plus rapide, on va parler donc de Final Fantasy VI, et donc de la fameuse théorie, une théorie effectivement assez connue, qui stipule que Kefka est en réalité Bahram. Alors, qui est ce type qui est Bahram? Alors Bahram, c'est un personnage que l'on ne voit que lors des flashbacks de Shadow, le ninja de l'équipe, et donc ce Bahram-là, effectivement, pas mal de personnes ont estimé qu'il était peut-être Kefka. Kefka qui est donc Kefka Palazzo, le second grand méchant de Final Fantasy le plus connu, je pense, avec Sephiroth. Bon, j'avais fait d'ailleurs une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça de comparaison entre ces deux personnages. D'ailleurs, je vous conseille d'aller la regarder, j'aime bien cette vidéo. Bon, elle n'a pas eu beaucoup de vues, c'est dommage, parce que je trouve que la vidéo est assez sympathique. Bon, je dis ça comme ça. Bon, alors, qu'est-ce qui pousse les gens à penser que Bahram est Kefka? Alors, le premier truc, c'est que Bahram, effectivement, est enlevé par l'armée de l'empereur Gestalt, il me semble, sans qu'on sache vraiment ce qui lui est arrivé. Shadow a vraiment des réactions bizarres lorsqu'il voit Kefka. Même à la fin du jeu, je crois qu'il reste avec Kefka dans la tour alors que la tour est en train de s'effondrer ou un truc du style. Bref, il fait un truc, c'est très bizarre.
Voilà. On ne sait pas vraiment ce qui est arrivé à Bahram. Bahram est blond de la même manière que Kefka est blond. Peu après que Bahram se soit fait enlever, les premières expériences sur les chevaliers Magitech ont commencé. Alors qu'on sait que Kefka est donc le premier chevalier Magitech, hein, c'est-à-dire que Kefka, s'il est fou, c'est que en fait il a été donc un volontaire apparemment pour devenir un chevalier Magitech. C'est-à-dire que c'est quoi un chevalier Magitech? C'est donc quelqu'un à qui on va infuser de la magie, parce que normalement dans l'univers de Final Fantasy VII, on ne peut pas utiliser de la magie comme ça. Donc voilà, Kefka s'est vu infuser de la magie en lui, ça l'a fait complètement vriller. Et Kefka est devenu Kefka. Donc voilà, beaucoup de théories stipulent que Bahram égale Kefka. D'ailleurs, j'en parle, il me semble, dans ma vidéo sur Kefka, parce que j'ai fait également une vidéo sur Kefka juste avant la vidéo de comparaison entre Kefka et Sephiroth. Si vous êtes intéressé par cette théorie, j'en parle plus longuement dans cette vidéo. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller d'aller la visionner. On va passer à la théorie suivante, et donc on va revenir à Final Fantasy VIII, évidemment. Bon voilà, tous les chemins mènent à Final Fantasy VIII, en tout cas dans mes vidéos. Donc je pense que c'est peut-être la théorie la plus connue de tout l'univers de Final Fantasy, pas seulement FF8, évidemment Linois égale Ultimecia. Alors c'est une théorie très intéressante, parce qu'elle fait totalement sens, mais d'une certaine manière on n'a pas vraiment de preuves par rapport à ça. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que cette théorie? Ultimecia à la base, et pourtant j'aime beaucoup Final Fantasy VIII, c'est quand même mon jeu préféré, mais il faut le dire, Ultimecia n'est pas un personnage très intéressant, c'est un personnage qui vient un peu de nulle part, elle débarque, on ne connaît même pas son véritable objectif, parce que son objectif en gros c'est quoi? Elle veut mélanger tous les temps en même temps, c'est-à-dire que le passé, le présent, futur, un mélange total. Pourquoi? On ne sait pas. Elle a un design assez ridicule, avec ses cheveux en forme de corne, bref. Encore une fois, Nomura a encore frappé. Tu te dis, mais en fait, ce personnage, qu'est-ce qu'elle fout, qu'est-ce qu'elle veut et tout. Si Ultimecia égale Linois, tout fait sens. Parce que on part du principe que Ultimecia vient d'un futur où Squall est mort. Et donc, forcément, si Squall est mort, Linois va péter un plomb et va essayer de retrouver Squall. Et donc, si elle veut retrouver Squall, elle va aller dans le passé. Ça fait totalement sens, voilà, elle veut mélanger toutes les époques possibles afin de retrouver son aimé. Ce serait parfait, ce serait magnifique. Squall qui affronte Linois dans le futur, c'est magnifique, c'est parfait. Enfin, je veux dire, c'est pas une théorie qui est née parce qu'il y avait des indices qui pointaient vers cette théorie. Non, en fait, c'est pour moi le meilleur type de théorie, cette théorie de Linois égale Ultimecia, parce que c'est le genre de théorie qui naissent par nécessité. Parce que tu te dis que cette théorie, en fait, rend le jeu bien meilleur. Il n'y a pas vraiment de preuves en réalité. Hein. C'est juste que si ça avait été le cas, le jeu aurait pris plus 10, en fait. Tout simplement. Et aurait surtout réparé très facilement un problème, c'est-à-dire le fait que Ultimecia ne soit pas un personnage très intéressant. Si tu fais en sorte que Linois égale Ultimecia, tout est parfait, tout est magnifique. Le problème, c'est que, bon, déjà, ce n'est pas stipulé dans le jeu, clairement, il n'y a pas d'indice, bon, déjà c'est un problème, mais à la limite, c'est pas un souci, parce qu'il y a d'autres faits très importants de parenté, d'ailleurs, on va en parler vers la fin de la vidéo, dans Final Fantasy VIII, qui ne sont pas forcément dits directement, mais qui sont véridiques et qui sont canons, donc à la limite, c'est pas grave que ce ne soit pas dit spécifiquement et explicitement que Linois égale Ultimecia, que Ultimecia soit Linois dans le futur, d'autant plus qu'encore une fois, Linois est une sorcière, donc ce serait totalement normal. Voilà, ce sera totalement plausible qu'elle soit Ultimecia. Non, en fait, le problème, c'est que Yoshinori Kitase, il me semble, hein, bref, celui qui dirige un peu, celui qui chapeaute un peu les Final Fantasy, en tout cas qui chapeautait le Final Fantasy, je sais pas s'il le fait encore, a clairement dit que c'était pas le cas. Écoute, moi j'aime bien Kitase, hein, j'ai du respect pour lui, mais à un moment donné, il faut dire la vérité. Ferme ta gueule, mec. Ne dis rien, ne dis rien. Ne dis rien. T'as l'impression, les mecs, ils réfléchissent pas, quoi. S'il te plaît, quoi, ferme ta gueule. Fallait pas le dire. Fallait pas le dire, et je sais que dans pas si longtemps que ça, il y aura effectivement un remake de Final Fantasy VIII qui va arriver. Les mecs, s'il vous plaît, mettez votre ego de côté. Ok, on peut comprendre que vous n'avez pas pensé à ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Ajoutez ça. Il faut que vous ajoutiez ça. Parce que si c'est pour se retaper une Ultimecia, qui est un personnage qui ne fait aucun sens, qui est un personnage qui n'a aucun intérêt scénaristique, si vous faites en sorte que ça devienne Linois, bah là c'est bon. C'est bon, le personnage fait complètement sens et t'as même pas besoin de faire beaucoup de choses. T'as même pas besoin de modifier beaucoup le scénario. En fait, t'as rien même à faire, en fait. T'as juste même à ajouter juste une ligne de dialogue et c'est bon. Parce que tout fait déjà sens, tout est déjà là, il n'y a pas grand chose à faire. Juste tu l'ajoutes, il n'y a pas d'incohérence, en fait. Hein. Tout est déjà là. C'est ça, en fait, le truc. Donc voilà, j'en parle pas plus, je vais passer à autre chose. On va parler effectivement d'une autre théorie, donc là on va passer à FF10. Une théorie assez intéressante, hein. Là par contre j'aurai beaucoup plus de preuves à vous montrer. Donc le personnage de Rin est le véritable méchant de FF10. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire là de Rin est le véritable méchant de FF10? Bon,
En fait, Rin, qui est-ce? Rin, en fait, c'est un mec un peu random, dans le premier Final Fantasy X, un espèce d'Albed, un marchand. Voilà, un marchand que l'on rencontre effectivement à Mihen pour la première fois. Et il est vrai que la première fois que j'ai joué à FF10, à l'époque j'étais en 6ème, j'étais tout petit, hein, j'avais 12 ans. La première fois que j'ai vu Rin, directement j'ai senti qu'il y avait un souci. Voilà. Je pouvais pas me l'expliquer, mais la manière de s'exprimer, peut-être son doubleur, il avait une voix un peu bizarre, un peu sneaky, quoi. Voilà, bon. Il avait l'air bizarre, ce type. Finalement, c'était un type tout à fait sympathique. Bon, voilà. Finalement, il y a quand même pas mal de théories et pas mal de faits qui font que, bon, on se dit peut-être que Rin est le véritable mastermind de tout ce qui se passe dans Final Fantasy X. Alors déjà, la première question qu'on va se poser, c'est comment se fait-ce qu'il y ait autant de technologie dans les temples de Yevon? Parce qu'il faut vraiment comprendre que dans Final Fantasy X, il y a beaucoup de technologies un peu bizarroïdes, un peu impies, parce qu'effectivement, la religion d'Yevon stipule qu'on n'a pas le droit d'utiliser des technologies. Bon, le problème, c'est qu'à chaque fois que tu traînes avec des Yevonites, il n'y a jamais d'usine, il n'y a jamais rien du tout de technologique chez eux. Bon, pourtant, lorsque il y a la séquence du mariage de Yuna, lorsqu'on débarque avec toute l'équipe, tu te rends compte que tous les soldats sont armés de fusils, il y a des robots d'attaque qui donc forcément t'attaquent, hein, j'ai envie de dire, voilà. Oui. Bon, et tu te dis, mais en fait, ces trucs-là, ils sortent d'où? D'où ils sortent? Donc forcément, ça vient des Albed. Parce que eux, les Albed, ils ont des usines. Eux, les Albed, ils sont toujours imprégnés de la technologie de l'ancien temps. Et eux, les Albed, on peut les voir par exemple lors de l'opération Mihen, ont des canons, ont des machines, ont plein de trucs. Donc ça veut dire que les mecs de Yevon sont en lien avec les Albed. Mais pourtant, ils sont également en guerre contre les Albed. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont réussi à défoncer donc le refuge. Hein. Le refuge qui est donc la ville secrète des Albed. Comment se fait-ce? Comment ils arrivent effectivement à installer des technologies ultra poussées, par exemple dans le temple de Bevel, mais en même temps leur faire la guerre et voir que les Yevonites ne sont pas du tout imprégnés de la technologie. Bon, donc évidemment, vous me voyez arriver. Cette théorie stipule que c'est Rin qui est derrière tout ça, et c'est totalement logique que ce soit Rin, parce que si c'est pas Rin, ça peut être personne d'autre que Rin, parce qu'on voit effectivement que Rin est un type très pragmatique. On voit effectivement que l'important pour lui c'est le pognon. D'ailleurs, lors de la scène avec Everett, il me semble, hein, bref, le dragon, lorsqu'on arrive à Bevel, juste avant d'aller sur la plateforme pour aller se battre contre le dragon, bon, juste avant effectivement d'aller cracher, entre guillemets, le mariage de Yuna avec Seymour, comment il s'appelle, Rin te propose des achats. Et donc Wakka, qui est pas si con que ça, lui dit mais écoute, tu te rends bien compte que si on perd face au dragon, on crève tous. Donc qu'est-ce que tu nous vends des trucs? Normalement tu nous les donnes. Voilà, Wakka lui dit ça, hein, tout de go, il dit écoute, t'es un peu con quand même. Tu nous fais le mec, ouais, nanani, 3 dinars pour une épée. Non mais tu te fous de notre gueule. Si on perd, on meurt tous. Foiré, va. Évidemment, Henri lui répond « Ouais, mais moi j'ai confiance en vous, donnez-moi votre argent. » Donc voilà, je sais que vous allez gagner, donc donnez-moi de l'argent. Donc, c'est un type très pragmatique, c'est un type qui ne s'intéresse qu'à l'argent. Voilà, pour lui, c'est les profits. Et il serait tout à fait plausible que ce soit lui, en fait. Et d'ailleurs, aussi, comment se fait-ce, encore une fois, que les Yevonites aient trouvé le refuge? Encore une fois, je pense que c'est Rin qui leur a filé le tuyau. Et pourquoi on pourrait dire que c'est Rin? Mais parce qu'en fait, Rin, c'est le seul Albed qui s'en sort et qui, effectivement, se trouve dans le vaisseau de Sid, donc Sid qui est également le père de Riku et le chef des Albed, avec toutes ses marchandises. Le mec, il a tout sur lui, hein. Voilà, c'est le seul, hein. Tous les Albed ont tout laissé chez eux parce qu'évidemment, ils se sont fait attaquer ultra violemment par les Yevonites, mais ils ont plus rien. Le seul mec qui a tout emporté, c'est Rin. Il savait ce qui allait se passer. Clairement, voilà. Ensuite, dans Final Fantasy X-2, on le voit effectivement fomenter des trucs bizarres. Il me semble d'ailleurs que dans une quête annexe, je crois que Yuna fait l'enquête parce qu'il y a des vols de machines, ou alors il y a une machine qui s'est fait... bref, voilà. Et à la fin, tu te rends compte que c'est Rin qui est derrière tout ça. Bref, voilà. Écoutez, la vidéo, j'ai pas envie qu'elle soit trop longue. Il y a plein d'éléments qui montrent que Rin est en réalité peut-être le mec qui est derrière tout. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, Rin, t'enlèves le R, tu mets un S. Bon, encore une fois, bon là c'est vrai que ça fait un peu branlette, hein, je suis d'accord avec vous. Mais bon, voilà, pour moi, ce mec-là est un peu bizarre. Ça, c'est une évidence. D'autant plus que, selon toute vraisemblance, c'est lui qui est derrière l'opération Mienne. Et le mec, qui gagne du pognon avec ça, quoi. Donc j'ai envie de dire, c'est bien pour lui, mais c'est un peu con. Allez, on va continuer avec donc une autre des théories de Final Fantasy les plus connues, et peut-être la théorie que je déteste le plus, la théorie qui stipule que Squall est mort. Alors, qu'est-ce que c'est que cette théorie? Cette théorie stipule que Squall, après le CD1,
n'est plus vivant. Et qu'en réalité, c'est la sempiternelle théorie du tout n'est qu'un rêve, la sempiternelle théorie du coma, comme effectivement la théorie de Pokémon, hein, qui stipule que Sacha est en réalité en coma et qu'il rêve tout. Bref, voilà, c'est la théorie de base. C'est-à-dire que dans toutes les franchises qui marchent, il faut qu'il y ait des mecs qui disent que ouais, en fait, tout n'était qu'un rêve. Même dans des séries qui ne s'y prêtent pas du tout, comme je sais pas moi, Ed plus Eddie, quoi. Tu te rends compte, voilà, c'est la série, tu sais, bon, tu la regardes, tu rigoles, tu vois les mecs qui parlent à sa planche, je sais pas quoi, tu sais, tu rigoles, tu vas pas chercher plus loin, non. Il y a des mecs qui disent non, tout n'est qu'un rêve, en fait, tout est trop dark. C'est bon, les mecs, calmez-vous. Et donc, cette théorie stipule effectivement que Squall est mort. Et que lorsqu'il se prend les espèces de stalactites, là, espèces de morceaux de glace dans le corps, face à Edea, il perd la vie, et tout le reste du jeu n'est qu'une espèce de délire pré-mortem, tout simplement. Alors, pourquoi les gens disent ça? Parce qu'effectivement, d'après la théorie, tout fait plus ou moins sens dans le premier CD de Final Fantasy VIII, mais après ça part en couille, c'est-à-dire qu'effectivement il se retrouve dans une espèce de prison du désert, sous le désert, bizarre. Ensuite effectivement, la fac devient mobile, effectivement. Il y a le délire de l'espace, les sorcières, les ceci, cela, bon voilà. En tout cas voilà, le jeu partirait en couille après le CD1, et c'est un peu bizarre, et bon, ce serait éventuellement peut-être plus plausible que tout ça ne soit qu'en réalité qu'un rêve. Bon, alors, directement, je vous le dis, tout ça c'est de la merde. C'est-à-dire que la plupart des éléments que les gens considèrent comme étant what the fuck étaient déjà présents dans le premier disque. Voilà. C'est-à-dire tout ce qui est autour des sorcières et tout ça, bref, voilà quoi. Tout simplement. Bon, évidemment, on va pas se mentir, et j'en parle souvent quand je parle de Final Fantasy VIII, ce jeu a beaucoup d'incohérences. On va pas se mentir. Voilà, on va pas se mentir, comme le fait que Elon ait des pouvoirs qui ne soient pas expliqués. D'ailleurs, aussi, le fait que Elon puisse remonter dans le temps avec des gens et envoyer des gens dans le passé, ça aussi c'est présent dans le premier CD, donc encore une fois, ça n'a aucun sens. Bref, voilà. Le fait que le pouvoir d'Elon ne soit pas expliqué, qu'on t'impose une meuf qui remonte dans le temps, mais qu'on t'explique pas pourquoi elle peut remonter dans le temps, alors qu'en réalité, en une phrase, c'est réglé. Faut juste dire que, de la même manière que Selphie serait une sorcière potentielle, juste dire que Elon est soit une sorcière potentielle. Enfin bref, moi je dis ça, je dis rien. Le fait que la BGU soit une fac mobile, ce n'est pas expliqué, mais en réalité c'est juste des incohérences. Mais le jeu tourne autour du développement de personnage de Squall, de ce mec introverti qui petit à petit comprend que s'il reste seul, bah il sera seul, tout seul, dans un désert d'une certaine manière, de manière métaphorique. Et à la fin du jeu, c'est exactement ce qui se passe. Tu vois Squall qui erre, désespéré, tout seul dans un désert, en train de chercher quelqu'un et il trouve personne. C'est ça en fait le cœur de Final Fantasy VIII. C'est un mec, un enfant soldat, Squall, qui effectivement s'est départi de toute capacité de sociabilité et ne s'intéresse qu'au fait de rester tranquille, de ne pas se casser les couilles, à essayer d'interagir avec les gens, et qui se rend compte petit à petit dans la douleur qu'il a intérêt à se sortir de là du cul pour se rapprocher des gens, parce que sinon la vie c'est de la merde et ça va être un désert comme à la fin du jeu, que ce soit métaphorique ou littéral. Voilà, c'est ça en fait Final Fantasy VIII. Dire que oui, ça ne fait pas sens, bon, ok d'accord, c'est un jeu qui effectivement a des problèmes d'écriture, j'en ai parlé un peu plus tôt. Bon, voilà, par exemple dans l'espace, le mec il a plus d'oxygène avec l'Inoa, et comme par hasard il y a une espèce de vaisseau rouge qui débarque, et effectivement, bon, bah, c'est des défauts d'écriture, ça arrive à toutes les œuvres, écoutez, c'est comme ça. Mais le jeu ne tourne pas autour de ça, ça reste con, et le jeu serait beaucoup mieux si effectivement ces éléments-là avaient été mieux écrits, mieux foreshadowés et tout. Mais dire que ouais, en fait, c'est de la merde, ce n'est qu'un rêve, pour moi, c'est des théories extrêmement paresseuses. Voilà. Encore une fois, ça ne fait pas sens. La plupart des éléments qui sont considérés comme étant what the fuck sont déjà présents ou étaient déjà foreshadowés dans le premier CD. Encore une fois, ça n'a aucun sens. Alors, on va terminer effectivement avec la dernière théorie, donc sur un jeu que personne ne connaît, hein, et que, bah, écoutez, j'en ai pas encore parlé sur cette chaîne, donc je vais en parler. Alors, ce sera Final Fantasy VIII. Désolé les mecs. Je pouvais pas m'empêcher. En fait, cette vidéo, c'est les théories d'FF8. Je suis vraiment désolé. Vous avez été clickbait, les mecs. Désolé. On va encore parler d'FF8. Voilà, je m'excuse, mais bon, écoutez, c'est mon jeu préféré, je suis obligé d'en parler. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que cette théorie? Cette théorie, donc, stipule que Squall est le fils de Laguna. Et bon, bah, il y a beaucoup d'indices. Il y a beaucoup d'indices. Bon, je vais pas tous vous les donner parce qu'il y en a beaucoup. Et là, effectivement, c'est un coup de génie en termes d'écriture. Ce n'est pas dit clairement, mais tout est là. Bon, déjà, le premier truc,
là où effectivement tu commences à dire il y a anguille sous roche, c'est lors du début du CD2, lorsque les petits Moombas, c'est-à-dire les petits lions là, lorsqu'ils voient Squall, ils crient Laguna. Laguna, Laguna, Laguna. Alors, pourquoi ils crient Laguna? En fait, il faut savoir que lors du 3e CD, lors du flashback avec Elon évidemment, lorsqu'on voit Laguna qui essaie de travailler en tant qu'ouvrier à Star afin d'infiltrer le gouvernement des Stars et donc de récupérer sa petite nièce Elon, bon, eh bien on découvre, et Laguna découvre, que les Moombas reconnaissent les gens pas en les regardant avec leurs yeux, mais en les sentant avec leur énergie vitale, il me semble que c'est ça. Et c'est également effectivement un détail que l'on apprend lors de votre passage éventuel, parce que c'est une mission optionnelle du jeu, lorsque vous allez au village Shumi. Effectivement, là où il y a pas mal de Moombas, et on apprend ça. Donc, que les Moombas reconnaissent les gens vis-à-vis de leur énergie vitale. Voilà. Et il me semble aussi que vis-à-vis de leur sang, je crois. Aussi. Bref, en tout cas, c'est grâce à ça qu'ils arrivent à reconnaître les gens. Et lorsqu'ils sentent, lorsqu'ils voient Squall, tout de suite ils disent Laguna. Mais il y a plein d'autres trucs. Par exemple, le fait que pour récupérer la carte de Squall, donc la carte triple triade de Squall, faut la prendre de Laguna. C'est Laguna qui l'a. Là aussi, j'ai envie de dire, tout est dit. Voilà, parce que par exemple, lorsque vous voulez la carte de Zell, il faut aller la gagner en défiant en duel la mère de Zell. J'ai envie de dire, c'est logique, mais bref, voilà quoi. À la fin du 3e CD, lorsque Laguna et Squall se retrouvent et que vous parlez à Kyros et Ward, donc Kyros et Ward qui sont un peu les deux acolytes, les deux bouffons de Laguna et qui le suivent un peu partout, la première chose qu'ils disent à Squall, c'est quoi? C'est « Tu ressembles beaucoup à ta mère et heureusement que tu ressembles pas à ton père ». Alors là, j'ai envie de dire, que demande le peuple? Qu'est-ce que vous voulez faire après ça, quoi? Évidemment, pourquoi il dirait ça s'il connaissait pas les parents de Squall? Je veux dire, là, c'est tout est dit. Il y a même pas... Pour moi, la vidéo, elle s'arrête là et on n'en parle plus. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Clairement, ils disent directement à Squall, tu ressembles à ta mère, c'est super. Heureusement que tu ressembles pas à ton père. Et en plus, tu connais effectivement... Et plus, on connaît un peu la relation un peu de moquerie de Kyros et Ward vis-à-vis de Laguna. À chaque fois, bon, il l'encourage, mais il se fout un peu de sa gueule. Bon, quoi, par exemple, quand Laguna perd sa carte, on dit, oh putain, tu casses les couilles de Laguna. Voilà. Il se fout toujours de la gueule un peu de Laguna. Bon, c'est tout à fait normal qu'il fasse une petite blague et qu'il dise, oh putain, heureusement que tu ressembles pas à ton père. Et effectivement, Squall ne ressemble pas du tout à son père. Et effectivement, il ressemble beaucoup à sa mère. Parce que lorsque l'on voit les flashbacks, donc d'Elon, encore une fois, avec Ren, donc Ren qui est donc, techniquement parlant, la mère de Squall, ils sont très très similaires. Ren est très strict, très austère. Lorsque Laguna fait un peu n'importe quoi, quand il dort ou quand il dit des vulgarités devant Elon, et forcément Elon répète ses vulgarités vu qu'elle était toute petite, Red tout de suite, non arrête, nanani, c'est pas bien et tout, l'important ceci, cela, bon voilà, tiens-toi bien, bon voilà, la meuf, elle l'a clairement remis sur pied et elle le met toujours sur le droit chemin, quoi. Donc c'est assez intéressant de voir effectivement à quel point Ren est très similaire à son fils, plutôt que Squall est très similaire à sa mère. Et aussi, dernier indice, encore une fois, il me semble au tout début du CD3, lors du premier flashback du CD3, c'est-à-dire que lorsque l'on voit Laguna faire un espèce de film, hein, voilà, à la fin du flashback, il y a Elon qui explique tout à Squall dans un espèce d'écran noir, et il lui dit que Laguna n'a pas eu le temps de voir son premier enfant naître parce qu'il était à la recherche d'Elon, donc elle-même, qui était donc enlevée par Adel à la République, enfin à l'époque même si c'était pas une République, des Stars. Voilà. Elon dit clairement que Laguna a un enfant. Cet enfant, on n'en parle plus jamais. WTF sur 20. C'est forcément Squall. C'est ça en fait le truc. Donc Laguna a eu un enfant de Ren. Et d'ailleurs, Ren est morte en couche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à part ça? Où est l'enfant de Laguna si c'est pas Squall? Ça a été dit clairement. Il est dit, Elon explique clairement à Squall que Laguna, alors qu'il était à la recherche d'Elon, n'a pas pu être présent lors de l'accouchement de Ren. Bon, voilà. Donc lorsqu'on accouche en général, on a un enfant. Bon. En principe, voilà. Donc si l'enfant est mort en couche avec sa mère, alors il aurait fallu le dire. Ça n'a jamais été dit. Donc voilà, écoutez, pour moi c'est une évidence, de toutes les manières ça a été confirmé. Donc voilà, pas la peine d'épiloguer. Donc voilà, je vais arrêter ma vidéo ici, en espérant qu'elle vous ait plu. Encore une fois, désolé de vous avoir clickbait, parce que quasiment toutes les théories c'est du FF8. Mais écoutez, bon, faut bien vivre. Hein. Voilà, faut bien vivre, faut bien mettre la maman à l'abri. Donc voilà. Vous m'excuserez, mettez la cloche, prenez soin de vous, à la prochaine.